le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors, Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors, cette semaine, on a un très bon raconteur de très bonnes histoires, en la personne de Florent Nardone. Bonjour. Bonjour. Deux actus. Aujourd'hui, il y a pour le spectacle qui se joue à la Nouvelle Scène. Ouais. Et aussi, en tant que Violente Viande, il y a un livre qui est sorti. Comment réussir sa mort mieux que les autres. Alors voilà, c'est Violente Viande, comment réussir sa mort mieux que les autres aux éditions Marabout. Et on a aussi Joe qui est avec nous aujourd'hui. Salut Joe. Bonjour, Qui nous vient de Suisse. c'est vrai. Oui. Tu as fui l'évasion fiscale. Exactement, c'est pour ça que je suis ici. Et les raclettes. Alors on va commencer tout de suite c'est pour parler un peu de l'actu. Donc déjà, depuis peu, donc tu es sur scène. Et donc je voulais savoir, parce que c'est un truc qui est nouveau pour toi, comment ça se passe au niveau des sensations? Est-ce que tu as une excitation, de l'adrénaline par rapport à ça? J'ai surtout beaucoup d'angoisse parce que l'angoisse principale, c'est d'arriver à me souvenir du texte. Et ensuite, j'ai mis du temps avant de prendre du plaisir. Là, ça commence un peu plus parce que j'arrive à me dégager du texte et du coup, je peux faire un peu plus d'impro et pas avoir l'air de réciter. Mais je commence juste à avoir un peu plus d'adrénaline. L'adrénaline, en fait, elle vient une fois que j'arrive sur scène. Parce qu'avant, je m'emmerde un petit peu. Les 5 minutes avant de monter sur scène, je suis un peu genre, bon allez, quand est-ce que ça commence, quoi. Ouais. Et donc le spectacle s'appelle Not All Men, ça se joue à la Tous les Nouvelle mardis. Scène. Ouais. Tous les mardis. À la Nouvelle Scène. Et ça se passe comment au niveau des conditions? Parce que c'est assez atypique dans le sens où c'est dans une péniche, dans la cale du péniche, Ouais, de la ouais. péniche. Et c'est vrai que c'est une scène qui peut bouger sur elle-même. Parce que vous êtes soumis aux conditions météo. S'il y a... Exactement, ouais. Surtout quand il y a des petits bateaux qui passent, ça tangue un petit peu. Mais j'y fais pas trop gaffe. Il y a des potes à moi quand ils sont venus, qui m'ont dit, il y en a qui ont failli sortir parce qu'ils avaient envie de dégueuler. Mais non, ça va. Ouais. Le seul truc, c'est que c'est une petite salle. Je pense que le moi d'il y a 2 ans aurait jamais pu rentrer là-dedans avec les crises d'angoisse que je faisais, les crises d'agoraphobie dans tous les sens. Donc là, maintenant, j'y fais pas attention, mais c'est vrai que c'est compliqué parfois. Pardon, t'as mis en place un genre de monotonie routinière juste avant. T'as des... Je me pose 1 heure avant, pas à la salle, genre là où je dors, dans le Airbnb ou à l'hôtel, et je me fais une petite répète dans ma tête où j'écoute de la musique, et généralement après il y a mon metteur en scène qui me rejoint. Vraiment, en fait, on essaie d'arriver au dernier moment pour pas avoir le track qui monte dans la loge. On arrive au dernier moment et puis on se raconte des conneries, on écoute de la musique et après le régisseur dit aller sur scène. Et voilà. Ce serait comparable à un match de boxe pour toi? C'est-à-dire tu montes sur le ring en gros et tu te prépares avant, tu sais que va falloir bien répéter tes gammes, faire attention. J'essaie de me mettre en condition, par exemple la veille ou 2 jours avant, déjà je bois pas du tout, j'essaie de bien dormir, de pas sortir. Et quand j'arrive à la scène, je me concentre. Des fois, j'ai le long casque et j'écoute la musique dans mon coin comme ça, et puis après, je monte. Ouais, je dis ça parce que on va revenir après dans le podcast un peu plus loin, je pense, sur le fait d'être un comédien de scène. Ouais. Tu entames la scène depuis septembre, on va dire. Ouais, septembre. Ouais. Et donc, tu as dû mettre en place une espèce de technologie Ouais. pour que ça se passe le mieux possible. Ouais. C'est ça que je voulais Ouais, dire. c'est Mais on va y revenir. On va parler un petit peu de ta vie, de ta bio, d'où tu viens, de Bordeaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de tout ça? Eh bien, je viens de Bordeaux et avant, je faisais pas du tout ça. Moi, j'ai fait des études de design et en sortant des études, j'avais créé une marque de montres avec des potes. Et moi, pendant longtemps, en fait, ma vie, c'était de dessiner, de faire de la com, du graphisme et tout. Et puis, en fait, j'ai toujours écrit dans mon coin, j'ai toujours bouquiné beaucoup, j'ai toujours aimé l'humour, mais comme un spectateur, quoi, en regardant les stand-uppers américains, en regardant les humoristes français ou les comédies. Et puis en fait, j'ai toujours sorti des conneries, mais dans mon coin comme ça. Je suis pas le mec qui fait l'ambiance en soirée ou qui fait rire tout le monde, quoi. Je faisais plus ça, des blagues comme ça sur Facebook à l'époque. Et puis de manière un peu narcissique, je pense, je me suis tenté sur Violente Viande à dire tiens, vas-y, si mes blagues, je les mettais dans une belle typo, qu'est-ce que ça ferait, voilà. Ça se passait comment en fait quand tu étais sur Facebook? En fait, t'avais beau
En tant que compte perso, j'imagine, Ouais. il y avait genre beaucoup de likes, beaucoup de partages qui se faisaient. Ouais, un peu, c'était ou- entre mes potes. Et je me souviens aussi, on s'était amusé pas mal. À une époque, c'était la dernière année de mon école. On est avec un pote à moi, on était chef du BDE. Et alors là, on gérait le compte Facebook du BDE. On envoyait des conneries dans tous les sens. On taclait les profs, le directeur et tout. Il le prenait bien en plus, mais on faisait que des conneries, on trashait tout le monde et c'était assez sympa de voir aussi d'écrire là, je me rends compte maintenant, à l'époque je voyais pas ça, mais d'écrire une connerie et de voir le retour des gens. Ça, voilà, le retour il était par like, mais déjà il y avait une satisfaction comme dans tous les réseaux sociaux. Et d'autant plus que début de vente, ce qui je pense qui a attiré l'œil des gens, c'est la façon, enfin la mise en page, Ouais. les templates utilisés, c'est-à-dire la mise en page, tout ça, c'était quand même assez soigné. Ça se faisait pas trop à l'époque. Il y avait un mec qui était une inspiration pour moi, c'était Benjamin Isidore. Et lui, il faisait beaucoup de mots comme ça avec une typo, la même typo qu'utilisait Nike à l'époque en grosses lettres capitales et sur fond blanc. Et il s'était tout fait piquer d'ailleurs par Loïc Prigent d'ailleurs. Bref, je le place comme ça. et c'était une grosse inspiration sur Insta, ouais. Mais en fait, j'avais pas trop de culture Instagram, j'avais pas trop de culture. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient déjà sur fond de fleurs, des phrases de merde, des trucs comme ça. Et juste, moi, j'aimais bien la typo comme ça, et donc je l'ai fait. Et je me suis pas, enfin, à chaque fois, on me dit ouais, ça a marqué un truc, enfin, sans être prétentieux, mais juste, ils ont dit tiens, ça me met un style, alors que j'avais pas l'impression d'inventer quoi que ce soit, quoi. Joanne. À travers Violente Viande, tu interprètes un personnage. Est-ce que tu peux nous le décrire? Je pense que on pourrait dire que c'est un petit garçon ultra provocateur qui a manqué de culture parce qu'il y a sur plein de choses, plein de styles de blagues. Je faisais ça de manière très irrévérencieuse et pas calculée, mais sans penser que il y avait toute une culture au niveau de la sociologie, des trucs à apprendre, quoi. Donc c'était vraiment de l'humour trash pour provoquer, pour faire rire, juste simplement. Rien de plus. Est-ce qu'il y a un lien avec le dessin de presse ou la bande dessinée par rapport à ça? Est-ce que c'était dans ta tête à ce moment-là? Bah moi j'ai toujours aimé écrire des dialogues et dès que j'ai créé Violente Viande, je me suis dit il faut vite sortir d'Instagram parce que c'est sinon tu deviens ringard. Ouais. Et dès que j'ai eu l'opportunité, en fait, je rencontrais pas mal d'illustrateurs, d'illustratrices, et j'ai toujours aimé la bande dessinée, ouais, l'illustration en général. Et quand j'avais rencontré Lucie Macaroni pour la première BD, en fait, j'ai dit direct, il faut qu'on fasse un truc ensemble, parce que moi, j'adore écrire des sketchs et des dialogues. Et je voulais vraiment avoir un truc qui soit dans le réel et pas que sur Insta, quoi. Donc là, on parle du comic book, c'est-à-dire la tradition un peu américaine, c'est-à-dire avec des histoires un peu courtes. Un peu courtes sur la société, ouais. T'es pas trop dans le truc genre Gaston Lagaffe, ces trucs-là, t'étais pas trop dans cette... en fait, ça c'est ma culture parce que j'ai hérité de mon père toutes ces bandes dessinées, Gaston Lagaffe, Astérix. Et en fait, donc j'ai été bercé à cette bande dessinée franco-belge avec un trait vraiment, la ligne claire, vraiment très précis et tout, très reconnaissable. Mais j'ai découvert sur le tard les comics américains, ouais. Et ça m'a complètement changé. Et je me suis dit, ok, il faut aussi aller voir ailleurs, quoi, parce que c'est un peu, pas ringard, mais je veux dire, c'est une autre culture, quoi. Il y a quelques dessinateurs que tu voudrais citer, que les gens connaissent pas, qu'il faudrait aller voir. Adrian Tominé, un illustrateur américain qui a bossé pour le New Yorker, qui fait des super BD. En fait, c'est comme des nouvelles, mais dessinées. Et c'est Jacques Audiard qui a adapté 3 de ses nouvelles, qui les a mélangées pour faire Les Olympiades, là, le dernier film. Ouais. Et lui, j'aime beaucoup. C'est pas très drôle, mais c'est très, ça fait beaucoup réfléchir, c'est très pertinent. D'autres illustrateurs, moi j'aime beaucoup Robert Crumb, un Américain. Tous ces illustrateurs qui ont montré un petit peu la solitude des banlieues américaines dans les années 110-80. Ah oui, il y a un film sur OCS, je sais pas si tu l'as vu. Walter, non? Non, pas Walter. American Splendor. Wilson. Non, pardon. American Splendor, je sais pas. American Splendor? Ouais, je sais pas si tu connais. C'est sur un dessinateur américain qui parle de sa vie, en fait. D'accord. En fait, le film est dessiné, en fait. Et on voit sa trajectoire. Ok. C'est joué par un acteur qui s'appelle Paul Giamatti. Ouais, je vois, ouais. Donc, regarde-le, les dispos American sur Splendor, OCS, ouais, c'est génial. Ok. Tu vas kiffer. Ouais. Tu parlais de ton père, mais il faisait quoi? Enfin, d'où viennent tes parents? Est-ce qu'ils sont profs? En fait, mon père, il était dessinateur industriel,
mais je l'ai pas connu parce que je vais plomber l'ambiance. Il est décédé quand j'avais 5 mois. Ah. Mais bon, voilà. Paix à son âme. Paix à son âme. Oui. Et ma mère était directrice d'une agence pour l'emploi. D'accord. Et donc, en fait, ma culture, surtout, par exemple, la culture cinématographique, elle s'est faite, moi, via Canal+, et via le cinéma, mais je l'ai faite après sur le tard en découvrant d'autres choses. J'étais juste par rapport à ce qu'on me faisait découvrir, quoi. La culture BD, c'était par les collections de BD de mon père. Et après, à traîner longtemps au CDI, au collège, à découvrir d'autres trucs. Et puis la culture de l'humour, je l'ai découverte avec ma grand-mère, qui était une grande fan de Raymond DeVos et des jeux de mots. Des calembours. Les calembours, ouais. Donc c'est surtout avec elle que j'ai découvert du coup un humour français, parce qu'après le stand-up américain, c'était surtout au lycée avec des potes quand on commençait à se partager des vidéos, des trucs comme ça. Et c'était en quelle année au lycée? Parce que Lycée, c'est parce que c'est pas commun en fait. 2003, 2003, un truc parce comme qu'il n'y ça. avait pas trop YouTube à l'époque. Il n'y avait pas trop YouTube, ouais. Donc Ouais, c'était mais vraiment une bande de geeks, vous étiez. Ouais, et en fait, on streamait sur Emule des vidéos, des trucs comme ça. Enfin, on streamait, non, on téléchargeait, on piratait, quoi. Des vidéos de stand-uppers, on découvrait un petit peu Eddie Murphy sur des extraits comme ça, des VHS piratés, des trucs comme ça. Dave Chappelle un petit peu. Dave Chappelle, j'ai découvert. Plus tard. J'ai découvert par ses blocs parties au début. D'accord. Avec les émissions de télé. Ouais. Et mais ça c'est pareil, c'était au tout début de YouTube. J'avais pas de référence sinon comme ça. George Carlin. George Carlin, j'adore. Tu regardais? C'est une de mes rêves préférés en humour, vraiment. Je l'ai découvert tard et je me suis dit putain, mais ce mec dit tout. J'ai l'impression qu'il était dans ma tête. Tu veux le présenter aux gens qui peut-être le connaissent pas? George Carlin, comment le présenter à part sa queue de cheval et ses cheveux blancs? Je connais pas trop son histoire, mais c'est un humoriste américain qui est très pertinent dans tout ce qui est les comportements humains, l'écologie, et qui hésite pas à dire aux hommes redescendez d'un étage, quoi. Je dis ça parce que quand j'ai vu ton spectacle, j'ai pensé à du George Carlin. C'est vrai? Ça Ouais. fait beaucoup plaisir. C'est-à-dire le côté one-liner. One-liner, mais politique, c'est-à-dire avec une volonté politique derrière dans ta phrase. Bah après, de manière générale, si on cherche, tout est politique maintenant. On peut tout politiser. Même la météo. Même la météo, on peut tout politiser. Comment on peut politiser l'écologie en traitant de la manière dont on agit nous-mêmes dans la société et dont on réagit face à des catastrophes ou des news. C'est vrai justement que là tu parles de quelqu'un qui t'a intéressé en termes d'humour parce qu'il a une certaine conscience du monde peut-être aussi. Et toi, tu as l'air de beaucoup t'intéresser à la question de qu'est-ce que c'est un homme aujourd'hui. Non, je sais toujours pas. Je pense que c'est surtout essayer de déjà être un homme, c'est accepter qu'on n'est pas tout ce qu'on a voulu nous mettre en tête, c'est-à-dire tenir une érection pendant 45 minutes, avoir des énormes muscles, avoir une grosse bagnole, enfin des clichés comme ça. Pour moi, être un homme, c'est pas ça. Alors en fait, je sais, j'arrive à savoir pisser sur la cuvette aussi. Pisser sur la cuvette, voilà, s'imposer comme ça par l'effort. Je pense que j'arrive à déceler tout ce que ça veut pas dire être un homme en passant par le négatif, en essayant de casser un peu des clichés. Mais par contre, être un homme, je sais pas. Peut-être qu'un jour je saurai, mais si je le sais, j'aurai plus de spectacle, donc c'est un peu con. Et aussi une question par rapport à ta façon de ton approche, parce que tu as dit que tu as fait des études de design, et en fait on sent que tu es souvent dans la conceptualisation, enfin de l'humour, que ce soit dans la façon dont tu as géré le conte Violent Viande, et aussi la mise en scène de ton spectacle, parce que c'est vrai qu'elle est atypique. Je veux pas dévoiler, parce que pour les gens qui vont le voir. Il y a des chevaux, on peut le dire. Oui, il y a des chevaux qui passent sur scène. Ouais. Mais justement, c'est quoi ton approche par rapport à ça? C'est voulu ou c'est inconscient? Non, c'est voulu. En fait, pour revenir à mes études, moi, pendant que je faisais du design, en fait, on avait beaucoup de cours de philosophie, de sociologie, de sémiologie, et j'ai toujours adoré la partie analyse des projets. Par exemple, si on travaillait sur un centre commercial, il fallait qu'on analyse comment les gens marchaient à l'intérieur, comment ils se déplaçaient, quels produits ils choisissaient en plus, pourquoi, etc. Et ça m'a beaucoup servi dans la manière d'essayer d'analyser les comportements humains quand j'écrivais des vannes et quand j'écrivais autour du thème de la masculinité. Après, la conceptualisation de la mise en scène, c'est aussi grâce à Martin Darondeau, le metteur en scène. Et moi, j'ai toujours aimé je me voyais pas réciter un texte pendant 1 heure,
Parce que déjà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je veux dire, en soirée, moi, je parle pas. Je suis pas du genre à raconter ma life. Je suis assez timide. Et en fait, il me fallait beaucoup de moments de pause ou de coupure j'ai toujours peur de déranger, de faire chier les gens. Donc, j'avais toujours peur que les gens se fassent chier dans le spectacle. Donc, on a mis beaucoup d'effets de mise en scène, de petits moments de souffle, parce que j'aime bien aussi changer. Et comme je disais tout à l'heure à Mustapha, des fois, j'ai une idée de blague, mais elle va pas rentrer dans un support qui est, par exemple, en ce moment sur Florian Ardenne, sur mon compte Instagram, je détourne des tableaux. Et des fois, ça va pas rentrer là-dedans. Donc, je le fais en mème sur mon compte de mème. Ou alors, je le fais en vanne sur Violent Viande. Et là, c'est pareil, sur scène, il y avait des vannes que j'arrivais pas à mettre. En fait, je les ai mis d'une manière différente dans certaines parties du spectacle parce que ça passait mieux, quoi. Ça se fait comment, justement, la rencontre avec le metteur en scène Martin Rango? Je l'ai rencontré quand j'écrivais pour lui à Canal+. Il avait une émission avec Jordi Le Bolloc, ça s'appelait Le JT Pressé. Jordi Le Bolloc, le fils de Yvan? Le fils de Yvan. D'accord. Ouais. Enfin, Yvan, le père de Jordi. Ouais. Mais oui. Et ils avaient une émission ensemble qui s'appelait Le JT Pressé, gérée par Bertrand Delair, le grand chef de l'humour à Canal. Et en fait, ils m'ont recruté sur Instagram. Enfin, c'est pas eux, hein, c'est un gars de Canal+. Un chasseur de tête. Un chasseur de tête, ouais. Et du coup, j'ai commencé à écrire pour eux, et puis en fait, on s'est très vite bien entendu, et le jour où j'ai annoncé, tiens, je vais faire un spectacle, Martin m'a dit, si tu le fais vraiment, je te mets en scène. Comment c'était venu l'idée de faire un spectacle? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais monter sur scène? Au début, c'était une blague avec Camille Lavabre. Oui. Plein de fois, en fait, je me faisais démonter sur les réseaux sociaux sur Violent Viande et tout, jusqu'à avoir des adolescentes qui viennent faire des affichages dans la rue en disant Violent Viande, des problématiques, machin, et homophobe, sexiste, transphobe, ça. Et un jour, je lui ai dit à Camille, vas-y, je vais faire une fausse affiche, ça va les faire rager. J'ai fait une fausse affiche, ça a fait rager des gens. Et après, il y a Jessie de la Nouvelle Scène qui m'a dit, mais si c'est vrai, moi, je te produis, enfin, je te mets sur scène et tout, je te laisse une date. Et j'ai dit, vas-y. En fait, peut-être que inconsciemment, j'écrivais beaucoup pour d'autres humoristes qui me disaient, non, mais les vannes que tu me sors, je pourrais jamais les dire. À la limite, si c'est toi qui le fais, ok. Et je me suis dit, ok, vas-y, je vais le faire. Et voilà, c'est venu comme ça. Je me suis mis un pied au cul. Combien de temps t'as travaillé pour arriver sur scène? J'ai écrit le spectacle cet été. Et parce que j'ai balancé l'affiche avant d'avoir écrit le spectacle. Donc, quelques semaines. D'accord. C'est ça. Donc je l'ai écrit cet été, entre juillet et août. Et en septembre, on a mis en forme avec Martin, le metteur en scène. Et après, en même temps, on travaillait la mémoire et on répétait, quoi. Et t'avais déjà pris des cours de théâtre? Non. T'avais jamais fait de Non, scène? non. Même à l'époque du BDE, vous faisiez pas des petits trucs? Non, si, ouais, on animait des soirées, mais c'est mignon, Ah, on était à la voilà, on était à la billetterie. On va revenir là, au BDE, parce que le BDE, je pense qu'il s'est passé des trucs. J'avoue, on était un peu un spectacle. On animait la billetterie. Ouais, c'était du spectacle, mais c'était facile et en fait, on le prenait pas comme une contrainte. C'était comme ça et puis c'était assez simple. En plus, on avait la position assez narcissique des patrons du BDE par rapport aux jeunes élèves, aux jeunes étudiants et étudiantes. Et donc, en fait, c'était assez facile de sentir une espèce de dominance comme ça. Alors que là, c'est pas du tout le cas sur scène. Je me sens pas dominer une scène. Alors qu'on me dit, il faut que tu accroches la scène, il faut que tu l'attrapes, il faut que tu montes chez toi et tout. Je suis ouais, c'est pas facile, quoi. Tu parles justement de l'humoriste Camille Lavabre. Ouais. Donc, vous avez une belle amitié. Ouais. Et dans quelle mesure, justement, tu es aussi intervenu dans son spectacle Toxique? Elle m'a envoyé son texte et elle m'a dit, si t'as des idées pour pimper le truc avec de la vanne pure, de la punchline et tout, tu rajoutes n'importe où. Et puis après, elle a fait son petit marché, quoi. C'est moins une écriture ultra organique au sens où on l'a pas écrit à deux, quoi. C'est elle qui a écrit son truc parce que c'est ce qu'elle a dans la tête. Évidemment, genre pour son autre spectacle, moi je lui proposais vraiment des gros pavés et tout, mais il fallait s'adapter au personnage qu'elle jouait sur scène parce qu'elle incarne pas vraiment. Enfin, elle jouait plus un espèce de rôle de fille lunaire comme ça. Là, elle essaie de se rapprocher un peu plus d'elle-même sur le deuxième, et c'était plus facile d'arriver en dernier et de rajouter des choses et puis tu prends pas plutôt que de tout réécrire parce qu'en fait elle a déjà tout son chemin dans la tête, quoi. Donc c'est elle qui t'a initié au stand-up en quelque sorte. Ouais, Indirectement, enfin dans le sens. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que
Je pense que à force d'en parler avec elle, ça a dû trotter dans ma tête, c'est sûr. Ouais. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Au Paname, on s'est rencontrés. En fait, elle s'est abonnée à moi sur Violent Viande sur Instagram. Et j'ai fait mais t'es la Miss Météo à l'époque où elle était Miss Météo sur Canal. Et un jour, j'étais sur Paris et je savais qu'elle jouait. Je lui ai dit vas-y, je vais venir te voir. Et à la fin, je l'ai attendue. Je lui ai dit vas-y, mais je suis là. Je l'ai accompagnée au Franprix parce qu'elle avait des trucs à acheter pour une raclette. Elle avait acheté quoi, du fromage? Elle avait acheté du fromage, Pas suisse. Pas suisse, non. Elle avait acheté peut-être du Bourgogne, tu vois, un truc comme ça, ou du Pinot Noir. Non, pas Pinot Noir. Il faudrait un truc un peu plus fort. Bref, peut-être un vin de Cahors, je sais le pas. vin blanc. Est-ce qu'il y avait cornichons? Parce que les deux teams, je sais plus, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Et en fait, en même temps, je lui dis, mais j'aimerais bien écrire pour toi. Parce que les 5 minutes que j'ai vues sur scène, ça m'a trop inspiré et tout. Et elle m'a dit, ok, vas-y, envoie des textes. Je lui ai envoyé des trucs, elle m'a dit, vas-y, banco. Et pour ton spectacle, elle t'a aidé? Ouais, elle m'a aidé surtout sur le conseil, dès que j'écrivais des trucs, je lui envoyais, elle me faisait ses retours. Et puis, en fait, elle était plus elle rassurait beaucoup plus parce que moi, je me sens toujours pas légitime de faire ça par rapport à des gens qui font ça depuis tant d'années, d'avoir la chance d'arriver, d'avoir direct une prog dans une scène et tout, dans une salle. Ouais, parce que t'as pris un raccourci en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord. Attends, laisse-le terminer, après Et du coup, elle m'a aidé en plus avec son regard sur les vannes, etc. En disant ouais, mais ça c'est cool et ça vaut le coup d'être dit. C'est pas genre des vagues à l'arrache, genre tiens, je sais pas, c'est remarqué quand on prend le métro, gna gna gna, tu vois. Donc elle a été plus dans le conseil, dans le soutien moral. Non, je disais que je suis pas d'accord avec le terme raccourci. Je pense pas que ce soit vraiment le bon mot. Alors c'est quoi le mot? Non, c'est qu'en fait, il y a quand même un parcours avant, c'est-à-dire que tu as fait plein de choses avant, et ça, pour moi, c'est une étape supplémentaire. On n'est pas dans le raccourci. Moi, je dis raccourci, c'est que dans le stand-up actuel, en général, les gens passent par des scènes ouvertes, oui, voilà, ils vont tester leur vanne sur scène, ouais. et après, ils vont faire un spectacle. Alors que c'est vrai que dans l'ancienne génération du one-man qu'on avait l'habitude de voir, c'est vrai ce que disait, par exemple, quelqu'un comme Elise Moon, qui disait que en général, tu arrives sur scène avec ton spectacle et puis tu testes en live devant le public. Non, moi, c'est juste le terme raccourci. Je trouvais qu'il ne correspondait pas à. Au final, moi, parcours, en fait. Les vannes, je les teste, toutes mes vannes, je les ai testées sur Violent Viande, quoi. Oui, et là, j'ai eu un retour direct sur si ça plaisait ou pas, quoi. Et en fait, mes vannes, je les teste comme ça. Vraiment. C'est un genre de labo du rire, quoi. Exactement. Déjà, tu faisais déjà un labo du rire ouvert à tous et un peu à trop tout le monde, quoi. Mais sauf que tu n'avais pas les rires en direct. Non. C'est quoi de recevoir des rires en direct comme ça, là? C'est très chelou. C'est très chelou, c'est pas naturel, en fait. Il y a des rires qui sont enregistrés, je crois. Il y a des rires qui sont enregistrés. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des enceintes. Exactement, ouais. Je devrais avoir une petite boîte quand ça arrive pas. Sympa. Et non, c'est pas naturel du tout. Et j'ai jamais eu le désir de monter sur scène et de faire rire des gens. C'est pas ma passion. J'ai pas un besoin, tu sais, d'un retour comme ça du public ou d'avoir le sentiment d'exister à travers quelqu'un qui me fait une réaction en direct. Donc ça fait très chelou. Et je suis assez gêné quand dans la vie de tous les jours, quand je raconte un truc et qu'on rigole de ce que je raconte, parce que je comprends pas pourquoi. Mais sur scène, ça me rassure juste en me disant, ok, ça veut dire que c'est rigolo et ça veut dire que Jessie a bien fait de me prendre dans sa salle et que je suis pas une arnaque pour elle. C'est juste ça qui me rassure, en fait. Donc Jessie Varin, la programmatrice, directrice, grand de chef, la nouvelle scène. Inquisiteur. J'ai vu dans ton parcours que tu as créé un collectif de fans de cinéma qui s'appelait Think Tank. Ouais, avec un pote. J'ai 2 questions. Comment ça s'est passé? Et puis après, est-ce qu'il y avait des films de comédie que tu regardais? En fait, comment ça s'est passé? J'ai un de mes meilleurs amis avec qui on a toujours parlé de cinéma tout le temps. Genre des heures, même en soirée, on faisait chier tout le monde à parler de cinéma. Et un jour, on s'est dit, vas-y, on devrait faire un blog de cinéma. Et donc, on s'est mis à fond, on a créé un site, on a créé une entreprise et tout. On s'était dit, vas-y, on va être la version stupide d'Allociné, quoi. Avec des critiques un peu tranchantes, on faisait des conneries sur le compte Instagram, on détournait des images, on créait des fausses citations, et c'était juste parce qu'on adore le cinéma, quoi. Et les comédies que j'aime beaucoup, moi, je suis un grand fan du Splendide et de cet humour, genre les bronzés, le bronzé fond du ski, tout ça, le Père Noël est une ordure, parce que je trouvais que c'était un humour ultra méchant où tout le monde en prenait plein la gueule. Et ça, j'aimais beaucoup. Et après, toutes les comédies américaines, les films des Farrelly, forcément. J'ai bien aimé les American Pie, même le 3. Adam Sandler, ouais, j'aime beaucoup.
Funny People, c'est un Ouais. des films préférés. Justement, c'est un film sur le stand-up Ouais. qui questionne par rapport à la scène. Grave. Et, Adam Sandler, j'aime beaucoup. Après, alors j'ai pas révisé avant de venir, mais c'est vrai que c'est vrai que non, mais je veux dire, une des dernières comédies américaines qui m'a vraiment fait rire, c'est une comédie produite par Seth Rogen avec des enfants, je sais plus comment elle s'appelle, où en fait c'est les aventures de 3 gosses au collège qui font tout pour réussir à rentrer dans une soirée. Super grave. Non, pas super grave. C'est pas super grave. C'est pas super grave, c'est je sais plus comment ça s'appelle, et en autre fait chose, ils prennent le drone de leur père, ils l'éclatent et tout. C'est sorti récemment. Ah ouais, donc ils ont fait une espèce de super grave d'aujourd'hui avec, Ouais, super grave avec des d'accord. petits gosses, mais super drôle. Il y a aussi Stephen Merchant qui joue un obsédé dedans. Enfin, c'est super drôle. Et ouais, j'aime bien ce genre de comédie. Ils sont forts pour ça, les Américains, quoi. Ils se trouvent toujours des concepts. Et les comédies françaises actuelles au cinéma. Les seules que j'aime bien, c'est les comédies. Alors là, on va me prendre pour un mec qui se la pète, mais les comédies d'Antonin Perret-Chaco. Ah oui, qui a fait qui se passe en Guyane. Ouais, La Loi de la Jungle, La Loi de la qui a Jungle, fait La Fille du 14 juillet et Ouais. tout. Et c'est absurde, c'est drôle. J'adore. Après, les comédies françaises, je suis pas trop fan. C'est pas trop mon délire. Ouais. Je suis assez critique sur. Après, je veux dire, il faut arriver à les écrire. Enfin, il faut arriver à les réaliser. Donc en fait, il y a beaucoup de taf. Donc c'est un peu facile de dire c'est de la merde. Donc je m'abstiens. Je dis juste c'est pas mon style. Et justement, est-ce qu'il y a un scénario ou du cinéma qui est prévu Pour moi. Ouais. Ah, j'aimerais bien. J'en ai plein. Je fais chier plein de producteurs avec toutes mes idées. Mais Ça va venir peut-être. ouais, un le jour. fait qu'il y a de la scène. Un jour. Sur Instagram. Ouais, bah en fait, le but, c'est ça. Le but de la scène, moi, c'est, je ferai pas ma vie dans le stand-up parce que je pense qu'il y a bien meilleur que moi. Moi, surtout, j'aime écrire, en fait. Et je pense que en tout cas, moi, le but, c'est d'aller vers l'audiovisuel. Et ça se passe comment le processus de création Parce que marque de montre, est-ce qu'elle existe toujours la marque de montre Elle existe toujours. Elle Ouais. s'appelle comment Elle s'appelle Mona. Mona pour le. Pourquoi les montres? Très joli. C'était quoi l'objectif? En fait, je travaillais pour me faire des thunes l'été. J'étais plongeur dans un salon de thé à Soulac-sur-Mer, dans le Médoc. Et je rencontrais un gars là-bas qui était horloger. Et en fait, on est devenus très très potes. Et on s'est dit, vas-y, on fait des montres. Moi, je dessine, toi, tu fais t'es horloger, on fait des montres. C'est-à-dire qu'il est horloger de formation, De formation, c'est-à-dire qu'il ouais. a appris De Ouais. père en fils. Même pas, non, il était juste, il a fait son BTS horlogerie, quoi. Parce que bon, c'est assez particulier les montres. C'est souvent des grands fans de petites technologies, Ouais. des tout petits mécanismes. Vous êtes parti en Suisse, vous avez. En fait, mais de manière inconsciente, hein, on n'avait Ouais. pas aucune conscience de ce qu'on faisait vraiment, de la réalité du marché, de nous qui n'y connaissions pas grand-chose. Ouais, on est parti. Ah non, je te dis une bêtise. On n'est pas parti en Suisse. On est parti dans le Haut-Doubs, à la Chaux-de-Fonds, à Besançon. et L'autre tout. côté, la Ouais, frontière, l'autre ouais. côté. Ouais. Parce que, ouais, Et rencontrer parce qu'on voulait tout faire fabriquer en France. d'accord. La première génération de montres qu'on a fait, elles étaient entièrement fabriquées, assemblées en France. Dédicace à Montebourg. voilà, Yes. le Made in France. Yes, Et après, on s'est rendu compte que le Made in France, c'est une vaste blague et que, en fait, tu ne fais que perdre de l'argent et Ah oui. les gens n'ont pas conscience de. En fait, les consommateurs, soit ils sont très riches et ils font attention à ça, soit après, il faut faire des compromis. Et une montre entièrement fabriquée en France, tu peux pas la vendre à moins de, si tu fais les bonnes marges, à moins de 1000 balles, quoi. 1000 balles. Ouais. Ouais, Ça faudrait peut-être le dire. c'est utopique. pour C'est-à-dire les- que utopique. t'as beau C'est essayer, utopique, ouais. après t'as un C'est marché. utopique, Quoi. ouais, parce qu'il faut payer les gens, quoi, qui travaillent, Ouais, qui ouais. ont un savoir-faire, voilà, quoi. Pour en revenir à l'écriture, puisque c'est ça qui te fait vibrer, Oui. est-ce que tu te souviens de tes premiers liens avec l'écriture, peut-être dans ton enfance ou... Ouais, moi j'adorais faire les dissertations au collège. J'adorais ça. Et c'est comme ça que c'est né. En fait, on avait une prof de français qui nous disait, à partir d'une histoire, écrivez des trucs et tout. Moi, j'adorais ça. J'adorais écrire. Une fois, je m'en souviens, j'avais même, c'est l'anecdote, je pense que j'ai déjà raconté, mais en gros, elle nous avait dit, voilà l'histoire voilà le début du Comte de Monte Cristo. Écrivez la suite. Et moi, en fait, j'ai baisé tout le monde parce que j'avais déjà lu le Comte de Monte Cristo. On était en 5e. Et donc, en fait, j'ai écrit la suite du bouquin. Et la prof, elle m'a dit, franchement, c'est pas mal, bonnes idées. En plus, ça se rapproche du truc. Et je dis, ah ouais. Voilà. C'est quoi que t'avais imaginé comme suite parce que la fin du Comte de Monte Cristo, elle n'est pas. Non, elle est pas ouf. Pas mais spoiler. Pour moi, elle est un parce peu que- ratée après. on va pas ouais. spoiler, mais en gros, j'avais écrit à ma sauce la sortie de la prison, quoi. Et la sortie de la prison où il prend la place du mort et tout. Ah oui, donc dans le récit, en fait. Ouais, dans le D'accord, récit, ok. ouais. En plein milieu. D'accord. Ouais.
Parce qu'après, bon, je pouvais pas Oui, écrire, mais c'est juste imaginer la suite. Une D'accord. fois Moi, qu'il je est pensais mis que en tu prison. partais de la fin complètement. Non, et pas de la qu'après, fin. Non, la d'accord. suite, la suite du quand ils sont emprisonnés. quoi. D'accord. Il fallait vendre à José Dayan. Ouais, c'est clair, putain. Ouais. D'ailleurs, ce qu'elle a fait, bon bref. Quand t'as lu le bouquin, ça Mais c'est hallucinant. une histoire de ouf, le Comte Ouais. Monte Cristo. J'adore. Ça pourrait être adapté en série. Mais grave. En fait, tu peux c'est l'histoire du mec qui se fait ratatiner par tout le monde, piller, machin, qui sont emprisonnés alors qu'il a rien fait et qui revient pour se venger, c'est trop bien, quoi. Qui revient avec une nouvelle. Enfin, En gros, il remplace c'est Dieu. l'histoire Il classique remplace de la- Dieu, quoi. Si moi, Ouais, je vais c'est la être revanche, Dieu quoi. et je vais venger comme ça. Là. Non, j'extermine la terre. Mais Ouais, bon. c'est la revanche. Donc, toi, t'es toujours ancré dans le passé également, c'est-à-dire les œuvres classiques, ou alors t'es vraiment, ce que tu lis tout le temps, c'est tout ce qui est actuel. Non, un peu de tout. J'essaie de me tenir au courant des sorties littéraires. Mais moi, je suis très très fan de la littérature américaine, de gens comme Steinbeck, des mecs un peu plus contemporains comme Chris Offutt, où en fait c'est des mecs qui racontent leur vie dans le fin fond des Appalaches, tu vois, le fin fond de l'Amérique, qui racontent une Amérique un peu laissée pour compte. Et j'aime beaucoup ce style de littérature là, quoi. T'arrives à les lire en français, enfin, je veux dire, ou tu Ouais, non, je tu lis te en forces français, à lire en anglais. Non, Parce je que- lis en français. Non, je dis ça parce que quand tu lis un bouquin, des fois, tu sais, t'as la poésie de Grave. l'écrivain Ouais. qui est pas toujours restituée. Ça dépend. Il y a des super traducteurs. Moi, par exemple, Oui, la gomme magique, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. C'est vrai. voilà. Oui, et la Ah gomme oui, magique. oui. Non, moi, je parlais plus de Dostoevsky, tu vois, de mecs-là, quoi. Dostoïevski. Bah non, mais je parle pas de russe. Mais après, des fois, il y a des super traducteurs. Mais c'est un peu comme des les fois, gens il qui manque disent un ah peu, non quoi. mais toi tu regardes les films en VF, putain. Mais j'aimerais bien un jour dire attends mais moi je l'ai lu en anglais mais ça n'a rien à voir, tu vois. Tu les lis quand même en français. Non, je lis en français. Ouais. Mais ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est le concept qu'il y a derrière, c'est l'idée? Ouais, c'est la manière dont, enfin, les histoires qu'on raconte. En tout cas, sur tout ce qui est littérature américaine, c'est les histoires qu'ils racontent. Genre, récemment, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Les Pionniers. Alors, j'ai oublié le nom de l'écrivain, mais c'était un écrivain des années 1800, fin 1800, début 1900, qui raconte une famille de pionniers qui s'installe au fin fond des États-Unis et qui crée tout leur village et avec les relations de rivalité avec les Apaches, etc. Trop bien, quoi. C'est le truc qui te fait. Les Sandars. Non. Je connais pas. C'est chez Actes Sud et c'est une collection qui était dirigée par Bertrand Tavernier, qui était un grand fan de l'Ouest américain et qui a fait découvrir redécouvrir pas mal d'auteurs comme ça. Dans un de tes podcasts, tu parles de Bret Easton Ellis. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? Bah, c'est un écrivain. Enfin, moi, je l'ai découvert via American Psycho et c'est là que j'ai pris une grande claque au niveau de l'écriture. Le film? Non. D'abord par le film. J'ai d'abord lu D'accord. le bouquin. Ouais. Après, j'ai vu le film qui est trop bien, qui est vraiment cool. Christian Bale, il est au top. Et en fait, ouais, ce bouquin, ça m'a pris. Enfin, t'as des claques comme ça où tu te dis ah ok, on a le droit d'écrire comme ça. C'est cool. C'est pas. Lui, il fait du name dropping de marques dans tous les sens. Il écrit vraiment à la première personne. Il te fait. Tu sais plus si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Enfin, il joue avec toi et tout. C'est trop bien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans la télé-réalité un petit peu des fois Ouais. avec lui. C'est-à-dire que t'es dans le bouquin, Ouais. celui qui lit est acteur aussi du livre. Exactement. Ouais. Donc il est pris comme témoin. Il voit des choses et après c'est à toi de voir. Ouais, c'est ça. Donc toi, t'es aussi là-dedans dans ton écriture au niveau du stand-up. Tu essaies de retrouver un peu ça, de mêler le public avec toi. Ouais, j'essaie, ouais. Bah, déjà, dans les thèmes que j'aborde, j'essaie que ça parle à tout le monde. J'aborde pas vraiment des thèmes de société, j'aborde plus les comportements. Comment tu différencies les deux? C'est-à-dire que Bah, par exemple, je vais pas parler de la manière dont dont il y a des trucs qui se passent dans la société, mais plutôt, par exemple, comment les hommes se comportent avec les femmes, comment les femmes Ouais. se comportent toutes seules, comment les hommes agissent, etc. Et sous couvert de thèmes qui sont généraux comme le sexe, comme la grossesse, comme n'importe quoi. donc toi, tu le fais en faisant des blagues. C'est-à-dire donc t'arrives toi à prendre des sujets comme ça et mettre de la blague dedans. C'est ça ça que je voulais dire en fait. Ah oui, bah en fait, la blague, c'est ma réaction primaire à n'importe quoi, en fait. Il y a des gens, ils pleurent quand ils entendent un truc. Moi, je rigole. Je sais pas, c'est une distance, quoi. Mhm. Et c'est comme ça que je réagis avec à peu près tout. Tu as parlé du fait que en tout cas, tu avais eu des périodes assez angoissées et peut-être difficiles. Dans quelle mesure l'humour, ça t'aide? Est-ce que tu utilises ça comme outil thérapeutique aussi, puisque tu parles de mise à distance? En fait, j'écris beaucoup parce que j'essaie depuis je sais pas combien d'années d'écrire un roman, mais bon, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes et qu'il fallait lire beaucoup avant d'écrire. Et
Donc j'écris beaucoup et ça m'a permis d'écrire des trucs vraiment durs pour moi à mettre en mots, mais il faut le faire. Et après, à partir de ça, je me suis dit, tiens, mais là-dedans, ça pourrait être marrant de parler par exemple, quand je suis angoissé ou quand je suis en dépression, de la manière dont j'aime pas que quelqu'un à côté de moi montre qu'il est plus dépressif que moi. Tiens, est-ce qu'il y a un truc à creuser, tu vois, des trucs comme ça. T'as exposé au Palais de Tokyo, là, c'était quand? C'était l'été dernier? Ouais. Avant l'été? Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, non, mais j'ai C'est un kiff quand même. Tokyo. Je remercie remercie Camille Ménard en fait, c'est une fille qui a gagné l'Audi Talent Award pour son projet de design sur le rapport entre le corps et le sport et la manière dont les injonctions et les critères de beauté actuels par rapport au sport. Et elle m'a proposé de prendre des phrases à moi en lien avec le sport et le corps sur Violente Viande et de les afficher dedans. Mais c'était partie intégrante de l'exposition. Donc moi, en fait, c'est pas moi qui étais exposé, c'est juste qu'en fait, j'étais son outil. Et c'était très cool, très valorisant, quoi. C'était super d'être indirectement exposé au Palais de Tokyo, quoi. On n'arrive pas au Palais de Tokyo par hasard, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement. Ceux qui vont au Palais de Tokyo, en général, c'est pas qu'ils sont sélectionnés, mais ils sont repérés. Tu vois, c'est de l'art contemporain, un petit peu, c'est les prémices, tu vois, les petites pousses, souvent, ils repèrent tel talent. Souvent des gens dans des squats, à un moment donné, ils arrivent au Palais de Tokyo. D'accord. Donc je lui disais, ouais, c'est ça, c'est comme ça comment ça s'est passé avec ta... Ouais, elle m'a juste proposé d'afficher mes images, certaines phrases dedans, et j'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et ça m'a aussi permis de sortir d'Instagram, quoi. Encore une fois, moi, c'est de toucher le réel, quoi. Le spectacle, c'est du réel, les livres que je sors ou les BD, c'est du réel, et c'est pas juste sur les réseaux sociaux, quoi. Qu'est-ce que tu penses du street art, tout ce que fait Bansky, toutes ces œuvres-là, est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Ouais, bien sûr, ouais. Bansky, je suis un grand fan, ouais. Ouais, le côté, je veux dire, il y a aussi toujours un truc politique derrière. Ouais. T'es également dans ce... À moindre mesure, après, c'est vrai que j'aime bien provoquer et donner mon avis, donner mon avis. En fait, j'apprends de plus en plus à ne pas donner mon avis parce que je déteste les gens qui donnent leur avis ou qui font la moralisation, mais j'aime bien de temps en temps dire juste crier un petit peu un truc genre calmez-vous, quoi. Comme par exemple quand j'avais fait un post sur les Ouïghours ou juste après en parlant des gens qui avaient tous posté un carré bleu, quoi. Et c'est à la fois par provocation. Si tu peux rappeler la punchline. C'était alors les gens qui ont posté un carré bleu, vous savez si les Ouïghours ont été sauvés ou pas, un truc comme ça. Ouais, c'est-à-dire que il y avait une forme de posture, tu trouvais? Ouais, c'est une posture, ouais. C'est une posture, ouais. Oui. Ils allaient pas à fond dans la démarche. Ouais, juste, c'est pas bien. Mais en fait, on fait tout ça. Moi, le premier, on adore se donner une bonne image, hein, comme font toutes les marques, comme font tous les gens. On poste un carré bleu sur Instagram parce que peut-être qu'on s'en veut de pas avoir donné 2 balles à un mec qui nous demande de l'argent en terrasse, quoi. Donc je sais pas. On essaie de se rehausser la jauge du bonheur comme ça, je sais pas. En fait, tu dis plusieurs fois sortir d'Instagram. Ouais. Est-ce que tu vois comment tu vois l'évolution d'Instagram Franchement, je sais pas, je vois de plus en plus je vois de plus en plus les vieux de Facebook débarquer sur Instagram, ça me fait peur. C'est que ça se manifeste comment, ça? Avec des commentaires dégueux, premier degré, des gens qui t'écrivent en commentaire en pensant qu'ils t'écrivent personnellement, hein, tu vois, et qui répondent qui font des vannes lourdes, plus lourdes que les miennes, t'imagines, qui font des trucs, je les vois parce qu'il y a des mecs qui écrivent quand je fais des blagues de cul et tout, qui font des trucs de tonton. T'es là, mais restez sur Facebook, vous étiez bien. Déjà, on s'est cassé de Facebook parce que vous y étiez arrivé là. Donc Instagram, je sais pas, je pense que pour moi ça devient un peu le nouveau pas YouTube, mais en fait on y va pour c'est un outil promotionnel et c'est le contenu que tu regardes quand t'es au chiottes ou que t'as 5 minutes à attendre dans une file d'attente ou que t'attends quelqu'un. Et je le vois plus comme ça maintenant, comme un mini YouTube ultra court. Parce que tout est dépassé par TikTok maintenant. Un média laxatif. Exactement. Super. Exactement, bravo. Merci. Est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe sur Twitter? Ouais, je suis sur Twitter, ouais. Parce que c'est très punchline, Twitter. Ouais, très punchline. Moi, j'aime beaucoup parce que je me suis abonné, je suis abonné à beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de militants, d'écrivains, d'écrivaines et tout, parce que je trouve que j'aime bien être être au courant de l'actualité, même si c'est une actualité par le biais de la réflexion de quelqu'un, mais au moins tu vois toujours passer des nouvelles choses
Je suis vachement déçu. Et les embrouilles qu'il y a dessus, c'est-à-dire, tu sais, il y a des gens qui peuvent perdre une carrière sur Twitter, il y a des gens qui peuvent finir très mal. Il y avait une nana, une fille, une femme, elle était en Afrique du Sud, elle avait pris un avion, elle avait fait une blague sur les Noirs. Ah ouais. Et elle a pris l'avion, elle a atterri. Et entre-temps... 10 heures après, elle a vu des milliers de messages, elle s'est fait virer et tout. Elle a dit non, en fait, moi, je critiquais juste les Blancs qui se comportent mal là-bas. Ah ouais. Ah oui, donc, tu vois, donc Twitter, ça peut changer horrible, de vie, en fait. C'est horrible. Et en fait, je comprends pas pourquoi on dit à chaque fois Twitter ou... tu sais, on dirait qu'on parle d'une masse informe, alors qu'en fait, non, c'est nous, Twitter. Enfin, je veux dire, c'est nous qui cassons une carrière en réagissant, en retweetant, en donnant notre avis pour se faire bien voir. Et TikTok ? TikTok, j'y suis pour voir les cassos. J'adore. C'est Cassosland TikTok, j'adore. Il y a des lives très sombres à certaines heures. C'est sombre, moi j'adore parce qu'en fait je suis fan de confessions intimes, de striptease, tout ça, tu vois. Et alors là, quand tu vois qu'ils ont tu donnes internet à des gens qui auraient dû juste aller à la bibliothèque, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais ou des gens qui devraient être plutôt dans des centres ou des CAT, tu vois. Et t'es là, mais même genre des mamans, des trucs comme ça. T'as des mamans, ça pourrait être ma mère si elle avait TikTok, elle ferait des danses dégueulasses, elle ferait du lip sync sur Céline Dion, c'est sûr, tu vois, genre pour faire rire ses copines et les tatis, quoi. TikTok, mais en plus, moi j'adore TikTok. Il y a un compte que j'adore, il s'appelle Association Diogène, et en fait c'est des mecs qui bossent pour nettoyer les maisons de gens qui sont atteints par le syndrome de Diogène. C'est quand tu collectes tout trop dans ta maison, tu jettes jamais rien. Et ils font un avant-après. Moi, je suis fan je suis psychologique, je suis fan de ménage, j'aime bien quand tout est calé et tout. Et quand tu vois les trucs qu'ils font, tu pénètres dans l'intérieur des gens qui collectent leur caca, qui collectent les poches. C'est plastique. Une fois, il y avait un reportage sur un mec qui collectait tous les sacs plastiques et c'est vrai. Ouais, j'ai lu, il y avait des sacs plastiques partout. Ah non, mais c'est trop. Et tu te dis, putain, mais comment on arrive à collecter tout ça, quoi? C'est fou. Mais Striptease, on va rappeler un peu l'émission. T'aimes bien Striptease? Ah, j'adore. Ouais, c'était l'émission belge dans les années 2000, début 2000. 2000, ouais. Où t'observais des gens lambda, caméra, parlait pas. Ouais. Documentaire, en fait. C'était souvent des personnages assez spé, quoi. Ah ouais, grave. Ouais. Et toi, t'aimerais bien faire un striptease d'aujourd'hui? Ouais, ils ont relancé Striptease d'ailleurs. Ouais. Comme ça que j'ai découvert des mecs trop cool, des éboueurs de Paris qui ont une asso où ils font plein de conneries, ils chantent, machin, ils sont stylés. Mais ouais, Striptease, moi j'adore, mais bon, après, il y a un peu de tout. J'ai une passion, c'est aussi les vidéos, les documentaires sur les campings et sur les jeunes au camping. J'adore mater ça. Voilà. J'ai des petits plaisirs comme ça. C'est l'été de... Ouais, l'été de toutes les passions. Dangers, les turpitudes. Et quand tu vois, des trucs à Saint-Tropez avec Saint-Tropez la nuit, avec les flics, la plaque tournante, tu vois, genre c'est... ouais, les reportages des fois le soir. Exclusive. Ah ouais, c'est ça. Exclusive, c'est trop bien. Les nuits chaudes de Saint-Tropez. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ils te montrent un truc de ouf, mais il y a tu sais, l'envers du décor. Même dans un camping, ils vont te trouver un commerce de drogue et tout. Enfin, avec la voix off. Ouais. Et là, avec une course poursuite, il y a toujours une course poursuite. Ouais, c'est ça. Avoir un truc tout pété, parce que le mec, il a brûlé un feu rouge. C'est ça. Dis-nous alors pour 2022, 2023. C'est quoi les bails, c'est quoi les projets? Où tu te vois en fait, je travaille sur deux bandes dessinées en ce moment, depuis plus d'1 an, et je dois les présenter bientôt. Bandes dessinées à la fois humoristiques, une sur des zombies et une autre qui s'inspire d'un vrai fait divers dans le médiéval, parce que j'adore le Moyen-Âge. Et donc je suis en train de travailler sur ça. Je travaille sur un programme court aussi, humoristique. Pour quel format, enfin pour quelle télé en fait, on est en train de se poser la question de quel est le bon support. Franchement, la télé, elle hoste plus rien au niveau des programmes courts. C'est compliqué, il faudrait. La télé est morte. Non, elle n'est pas morte. Elle est en voie de transformation. Pour moi, ça se transforme. Il y a Twitch qui arrive, il y a d'autres concurrents qui viennent. Mais la télé, ça reste le direct. Et le direct, ça change. Et Florian, je sais pas, je la regarde pas. Donc je regarde que le soir les films sur les plateformes. Donc ça reste de la télé. Hein. De toute façon, la télé, tu sais ce qui se passe à la télé sur Twitter avec les extraits qu'on rebalance, donc j'ai pas... Ça, pour moi, les plateformes, c'est de la télévision. C'est-à-dire que c'est une autre forme de télé. Exactement. C'est-à-dire que les chaînes à l'ancienne, je pense que ça va peut-être disparaître. C'est ça que je voulais dire. Mais par contre, ce qui ne changera pas, c'est le direct. Parce que ce que Netflix et Amazon, ils n'ont pas, c'est le direct absolu, à part de football. Mais tu vois, des émissions comme ça où il peut se passer des choses dingues, d'un coup, il n'y a que la télévision qui l'offre pour le moment. Exactement. Et ça, ils ont encore ça comme pouvoir, mais on verra ça plus tard. D'accord. Et merci. Donc, écoute, cool, tu continues à jouer sur scène pour 2022 ? Ça va. Ouais, en fait, là, ça va être prolongé jusqu'à mars déjà, je pense, mais il va falloir remplir la salle. Tu continues à écrire encore. Je
continue à écrire. Je peaufine. Toutes les semaines, ça change à peu près, pas de tout, mais on essaie d'être le plus précis sur avec mon metteur en scène, sur ce que je raconte. Et donc 2022, essayer de jouer en province. On a plusieurs dates qui sont prévues, genre à Genève, à Marseille, à Nice, à Lyon. Peut-être Lorient. Ouais, en fait, en tout cas, je vais continuer à jouer une fois sur Paris, puis essayer de faire la province un petit peu. Et est-ce que ça te chaufferait de faire les petits plateaux d'humoristes avec d'autres humoristes? J'ai commencé au début, je me sentais pas du tout à ma place. Et j'en ai fait un à la nouvelle scène avec Rosa. Et il y avait Seb Melia, il y avait Odalisque, et il y avait Laura Domange. Et en fait, j'ai pris une énorme claque en voyant le professionnalisme et le niveau des gens. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Donc en fait, faire des plateaux comme ça où t'apprends en tant que jeune débutant face à des grands, c'est la meilleure expérience, quoi. Donc peut-être continuer, peut-être je vais tenter le Fridge et tout, je sais pas, peut-être le Paname, on sait pas. Paname, faut venir. Au début, en fait, c'était juste que comme j'ai jamais eu j'ai jamais navigué dans le milieu du stand-up, j'ai aucun pote comédien. Peut-être quand ça commence à en avoir un peu sur Paris, mais j'ai aucun pote comédien qui sont pas dans ce milieu, donc en fait, je me voyais pas débarquer et dire j'essaie de faire de l'humour, alors que d'autres qui traînent, qui galèrent et tout, le font et se démerdent de ouf, quoi. Je me sentais pas légitime. Ok, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil. En tout cas, allez voir son spectacle Not All Men à la nouvelle scène. Prenez des cachets d'Imodium au cas où. Oui, parce que ça tangue. Ça tangue un petit peu. Ça tangue un petit peu. Merci Florent d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Et puis on se retrouve. Bravo. Et pour moi, c'est légitime. Ce qu'il faut, c'est être drôle. T'es drôle. Ça s'arrête là. Merci beaucoup. Comme dit Camille Lavabre, il faut oser avant tout. Exactement. Allez voir le spectacle. Allez voir le spectacle et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci. Au revoir. Merci. Le Pitch Club.